Que sont devenus les casques bleus? Quand j'étais enfant, à chaque conflit, on voyait les casques bleus s'envoler pour tenter de pacifier la région. Je me rappelle très bien de la Yougoslavie ou bien de la Somalie. Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec le général Jean-Fred Berger. Bonjour mon général. Bonjour, bonjour David. Alors, par exemple, moi, au début de la guerre en Ukraine, je m'attendais à ce qu'on envoie les casques bleus. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi ça n'a pas été fait ni même envisagé? Alors ça, c'est une question très compliquée, hein. Il faut revenir à ce que c'est, qu'est-ce que c'est les casques bleus? Voilà. D'accord, Alors, commençons par là alors. commençons par là. Alors les casques bleus, ça existe depuis que l'ONU a été créée. Je pense que tout le monde sait que l'ONU est créée en 1945 par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a essentiellement dans ce qui s'appelle un Conseil de sécurité des membres permanents qui tiennent en quelque sorte l'organisation des Nations Unies. Et bien sûr, les pays membres, il y en a près de 200, ont rejoint les uns après les autres. Mais ceux qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, eh bien, tiennent le pouvoir dedans. Et Hmm, comme en Ukraine, il y a la Russie, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, eh ben, elle ne permet pas qu'il y ait une intervention des Nations Unies. Il hmm, suffit qu'un des 5 membres émette un veto lors d'un vote du Conseil de sécurité, ça bloque tout. Voilà, donc hmm. voilà, la question directe, c'était ça pour l'Ukraine, mais maintenant il faut élargir. Hein. C'est quoi les casques bleus? C'est qui? C'est quoi? Mais du coup, ça veut dire que, si je comprends bien ce que tu me dis, bon, tu le sais, ici, on essaie de poser des questions pertinentes, voire parfois impertinentes. Oui, Ça veut dire que, les casques bleus, en fait, c'est destiné aux pays secondaires. Quand les grandes puissances sont impliquées, personne ne peut plus bouger alors. ouais. C'est un peu le cas. Alors, les casques bleus, ce sont des soldats mis à disposition par les pays membres de l'ONU et qui interviennent pour remplir une mission qui leur Mmh. est confiée par une résolution du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais les résolutions les plus fortes, ce sont les résolutions du Conseil de sécurité. Donc, il y a plusieurs missions. La mission des casques bleus, alors pourquoi le bleu d'abord? Pourquoi ils n'auraient pas un casque kaki? C'est C'est vrai. visible. Alors, c'est bleu pour rassurer, pour que ce soit bien visible. Ils ont soit un casque bleu, soit un béret bleu ciel, hein, qui est de la couleur du drapeau des Nations Unies. C'est Mmh. le bleu ciel. Voilà. Alors, et les véhicules de combat, les véhicules blindés, les jeeps, les véhicules de transport, parfois même il y a quelques pièces d'artillerie, quelques blindés, ils sont peints en blanc, avec écrit ONU, UN, United Nations, voilà, qui est peint en noir. Et comme ça, c'est visible. Alors le blanc, c'est symbole de la paix. Vous savez, quand on hisse le drapeau blanc, ça veut dire on arrête le combat. Voilà. Alors ensuite, les soldats, qui c'est? Ce sont des soldats prêtés par les pays aux Nations Unies. Et actuellement, la France fournit des soldats. Mmh. La France est un des pays qui a le plus fourni de soldats comme casque bleu dans l'histoire des Nations Unies, donc de 1945 à 2025. Donc maintenant, on va atteindre les 80 ans l'an prochain des Nations Mmh. Unies. Alors, c'est quand les pays prêtent des soldats, les soldats passent sous le commandement des Nations Unies, et à ce moment-là, c'est l'Organisation des Nations Unies qui donne les missions. Bien sûr, les pays peuvent garder la main sur leurs soldats au point de vue disciplinaire, voire même dire, je ne suis pas d'accord pour que mes soldats fassent telle mission, si c'est une mission qui sort de la Mmh. résolution pour laquelle il y a eu une opération qui a été lancée. Voilà. Donc voilà, les casques bleus sont prêtés par les pays. Alors, au départ, c'était surtout les pays occidentaux, France, Grande-Bretagne, Canada, Belgique, Pays-Bas, etc. Maintenant, il y a beaucoup de pays euh, qui jadis étaient du tiers-monde, qui maintenant commencent à aller un peu mieux, mais qui subventionnent leurs armées en prêtant leurs soldats dans des opérations des Nations Unies. Ce Mmh. qui, quelque part, a un peu dévalorisé l'intervention des soldats, D'accord. de ces soldats. Donc, c'est une manière de les payer avec l'argent des Nations Unies. Mmh.
Quand un soldat français part en mission, il a sa solde payée par l'armée française, plus une petite prime des Nations Unies pour lui. Ok. Mais c'est pas grand-chose pour lui. Alors que pour des pays, par exemple africains ou d'Asie du Sud-Est, cette somme pour eux est très importante. Ça Ok. représente même si pour un Français ou un Canadien, ça représente rien, quelques centaines d'euros, pour eux, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que ce qu'ils pouvaient payer, ce qu'ils pouvaient recevoir. Alors Hmm. les soldats, voilà, j'ai expliqué les soldats. Alors après, ben, c'est quoi la mission, hein, si tu peux te poser la question, hein. Bah, justement, parce que, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est du coup les missions qui peuvent être données à ces soldats. Et puis, bah, la deuxième, je te la poserai après. D'abord, celle-ci. Alors les missions, ben, c'est des missions de paix. En gros, c'est les soldats de la paix, hein. Ils sont là pour rétablir la paix. Alors, rétablir la paix, quand il y a une guerre, c'est très difficile. C'est pas parce qu'on met des soldats au milieu de deux armées que Hmm. d'un coup, ils vont pas continuer à les deux armées opposées, ennemies, vont pas continuer à se battre. Vous imaginez pendant la Seconde Guerre mondiale, tu imagines pendant la Seconde Guerre mondiale, si en plein débarquement, on avait mis des casques bleus entre les Allemands et les Alliés qui débarquaient sur les plages. C'est inimaginable. Ouais. Donc, pour rétablir, il faut qu'il y ait quand même quelque part une forme d'acceptation des belligérants qu'à un moment donné, il va falloir stabiliser, qu'il va falloir s'arrêter. C'est impossible de mettre des casques bleus au milieu de deux armées en plein combat, en pleine bataille, c'est impossible. Parce que les casques bleus ne sont pas armés comme une armée, comme l'armée russe ou l'armée ukrainienne. Si on les mettait au milieu aujourd'hui, ils se feraient écraser parce qu'on les déploie avec surtout des fusils, des armes légères, ce qu'on appelle des armes légères, quelques blindés de protection, du matériel, de transmission, etc. Mais ce n'est pas une armée destinée au combat. Ils ne sont Mhm. pas destinés à écraser l'une des deux armées. Ouais. Et donc, ils sont beaucoup moins forts que les belligérants. Hmm. Donc, rétablir la paix, c'est difficile. Ensuite, donc, c'est s'interposer entre les belligérants, voire même entre les factions. Alors, parfois, il y a deux camps d'une sorte de guerre civile. C'était ce qui s'est passé, par exemple, en ex-Yougoslavie. La Yougoslavie, en 1991, éclate et on a les Bosniaques, les Croates et les Serbes qui se Mhm. battent. Et on met au milieu des casques bleus qui essayent de s'interposer. Alors, ça, c'est une mission difficile. Alors, une autre mission, c'est de faire respecter les accords internationaux. Souvent, il y a eu un accord. Alors, soit il y a une résolution, soit il y a un accord, par exemple, de paix ou des pourparlers de paix ou un cessez-le-feu qui est signé entre les deux camps. Et à ce moment-là, on met des casques bleus au milieu, sur la ligne de cessez-le-feu, et ils sont là à surveiller qu'il n'y a pas de voilà, qu'il n'y a pas quelqu'un qui profite par Mhm. surprise et qui en Ouais. fait recommence la guerre, voilà, Ouais. recommence les combats. Et puis enfin, il y a et donc il faut sécuriser soit la zone de cessez-le-feu entre les deux camps, soit la zone frontalière si c'est entre deux pays. Si Hmm. la frontière a servi, les combats se sont arrêtés sur la frontière. Et puis il y a une grande mission très importante de soutien des populations, de soutien et de protection des populations, notamment quand il y a des massacres en Afrique. Eh ben, les casques bleus patrouillent et essayent de s'opposer au massacre. C'est ce qui s'était passé au Rwanda, et ce qui se passe dans beaucoup de pays dans le monde où c'est les populations qui souffrent au même titre que les soldats souffrent et eux meurent au combat, mais il y a aussi les populations qui subissent des massacres, des viols, des sévices, la famine, et donc les casques bleus sont là aussi. Hmm. Vous voyez, et donc, mis bout à bout, c'est pas une seule mission d'être d'un coup parachuté au milieu d'une guerre et de stopper la guerre. Hmm. C'est complexe. Ouais. Ce que j'entends en t'écoutant et puis en repensant aux différents théâtres d'opération justement des casques bleus, c'est qu'ils sont adaptés si dans une situation de guerre civile ou quand la guerre n'est pas ouverte pour pacifier le territoire. Dans ce qui nous concerne aujourd'hui, on est sur des guerres plutôt ouvertes avec des armées
qui tiennent leur position. Quelles sont nos possibilités de paix? Puisque au niveau international, du coup, on a réussi à trouver un outil, les casques bleus, pour ces situations particulières, mais on n'a pas encore réussi à développer, du coup, l'outil pour les guerres ouvertes. Et oui. Alors, la Charte des Nations Unies avait prévu d'interdire la guerre. La guerre est interdite entre pays. Et on ne peut y recourir qu'en cas de légitime défense. Mmh. Et normalement, aucun pays ne doit agresser son voisin. Alors ensuite, il y a des systèmes de défense, d'alliance. Par exemple, la France est dans l'Alliance Atlantique ou l'OTAN. Si un pays est attaqué, les 32 pays de l'OTAN défendent. Si la France est attaquée, il y aura 31 pays qui viendront l'assister. Mmh. Si l'Estonie est attaquée. Par contre, un petit pays qui est attaqué par un gros voisin, eh bien, normalement, les Nations Unies devraient immédiatement défendre. Sauf qu'il y a des pays qui sont plus sensibles que d'autres ou qui se trouvent dans des zones où une grande puissance, notamment un des 5 grands qui ont un siège au Conseil de sécurité, ben, l'un des pays ne souhaite pas Mmh. que les Nations Unies interviennent. Je donne un exemple. En Tchétchénie, il n'y a jamais eu de casque bleu. Les Russes n'ont jamais voulu qu'il y ait une intervention des casques bleus pour les empêcher de, en quelque sorte, de clarifier la situation, nettoyer les rebelles tchétchènes, les écraser, voire les massacrer. Mais donc, il n'y a jamais rien eu en Russie, à l'intérieur. La Tchétchénie fait partie de la Fédération de Russie. Et il y a eu plusieurs guerres de Tchétchénie. Et jamais l'ONU, par un vote du Conseil de sécurité, n'a pu autoriser l'envoi d'une force. Mmh. Pareil, au Tibet, au Tibet, il y a des choses très graves qui se passent ou qui se sont passées avec des populations menacées, parfois martyrisées par la Chine. Et la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité, joue son droit de veto et bloque toute intervention, bien sûr, Mmh. sur son sol. Voilà. Et donc, on voit bien, suivant que vous êtes puissant ou misérable, Mmh. eh bien, l'ONU pourra intervenir ou non, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut un accord des grandes puissances, mais parfois, un pays des Nations Unies peut bloquer s'il est membre du Conseil de sécurité et qui fait jouer son droit de veto. Oui, c'est pour ça qu'on a les casques bleus n'ont pas été, envoyés en Libye, en Irak, en Afghanistan, c'est pour les mêmes raisons. Exactement. Alors, c'est parfois un peu plus compliqué parce que l'ONU peut autoriser un groupe de pays à agir au nom d'une résolution de l'ONU. Par exemple, en Afghanistan, il y avait une force internationale qui était en place, et moi j'y ai passé près d'un an. Il y avait une force internationale qui agissait au nom d'une résolution de l'ONU, qui Mmh. autorisait l'intervention pour assister le gouvernement d'Afghanistan à reconstruire un pays, etc. Donc à ce moment-là, il y avait cette force internationale qui était, il faut le dire, plutôt dominée par les Occidentaux, voilà, Mmh. par les pays occidentaux. Voilà, il y avait toute une coalition de pays autour des États-Unis, essentiellement. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Ça n'a pas bien marché parce Mmh. que la population afghane n'a pas adhéré, d'une part, au gouvernement mis en place, hein, le gouvernement afghan mis en place avec ses avatars successifs, sans doute pour des raisons je dirais, de corruption, d'inefficacité, etc. Et donc, il y avait une opération internationale avec mandat de l'ONU, une résolution de l'ONU, mais sans casque bleu. Ouais, et donc ça sera ma dernière question et je reprends mon impertinence. Donc l'ONU peut, donner, des résolutions pour permettre à des pays d'intervenir, mais en même temps, cette ONU n'a pas la capacité d'intervenir si, ces pays débordent, de la résolution qui a été donnée, comme par exemple ça a été le cas en Libye. Oui, alors, il peut y avoir une résolution qui est votée au Conseil de sécurité, et ensuite il y a une interprétation qui peut aller un peu plus loin que ce qui avait été voté. C'est ce qui s'est passé pour l'opération Unified Protector ou Protection, qui était pour protéger les populations de Libye Mmh. en 2011.
et ce qui a valu à cette intervention où trois pays, États-Unis, Grande-Bretagne et France essentiellement, sont intervenus euh, pour protéger les populations, mais il y a eu aussi l'élimination du régime de Kadhafi, etc. Mhm. Et je pense que certains grands pays, notamment la Russie, n'ont pas aimé du tout la façon dont certaines résolutions ont été interprétées et ont abouti à quelque chose qu'ils n'avaient pas accepté au départ. Alors, euh, la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, avec des soubresauts de 1991 jusqu'à aujourd'hui, avec le Kosovo, qui jadis faisait partie de cette Yougoslavie et qui maintenant est un État où il y a encore des forces qui interviennent pour séparer les différentes populations, les populations albanaises et serbes au Kosovo. Et il y a encore des forces qui sont déployées en Bosnie pour Mhm. sécuriser, je dirais, la reconstruction de l'ex-Yougoslavie dans la partie de Bosnie-Herzégovine, etc. Mais incontestablement, les accords internationaux, les résolutions sont émoussées parfois par la façon dont elles sont mises en œuvre sur le Mhm. terrain et aussi par une interprétation qui peut apparaître comme excessive à l'un des pays. Mhm. Et c'est ce que la Russie a objecté, et c'est pour ça que la Russie est très remontée contre toute intervention de l'ONU. Pourtant, la Russie siège avec beaucoup je dirais, de continuité et de vigueur au Conseil de sécurité, que ce soit dans l'Assemblée générale où il y a tous les pays, ou lors des réunions du Conseil de sécurité qui sont provoquée soit par l'un des membres du Conseil de sécurité, soit par le secrétaire général, Gutiérrez, qui Mhm. dit, compte tenu de la situation, il faut réunir le Conseil de sécurité et voter une résolution pour arrêter telle situation. Voilà. Hmm. J'avais dit que ça serait ma dernière question, mais finalement, je relance encore une dernière fois. Euh, Justement, la Yougoslavie est utilisée un peu en jurisprudence. La situation au Kosovo, certains Russes font le lien avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et nos débordements de la Yougoslavie sont aussi utilisés pour justifier ce qui se passe avec le Donbass. Oui, quelque part, il y a des similitudes, et de toute façon, chacun interprète l'histoire, les événements, de la façon qu'il veut ou qu'il peut, suivant qu'il est puissant ou non. Hmm. La Russie, arme nucléaire, enfin puissance nucléaire incontestable, avec une armée très puissante, se permet d'envahir un voisin en l'accusant d'être un pays dangereux qui menace la paix, etc. Et intervient pour soi-disant dénazifier l'Ukraine et neutraliser l'Ukraine. Neutraliser l'Ukraine. En réalité, on le sait bien, c'est pour empêcher que l'Ukraine rejoigne les pays occidentaux dans l'Union européenne comme dans l'OTAN. Voilà. Ça marche. La géopolitique, ça peut nous faire durer des heures, donc il faudra revenir pour qu'on puisse continuer cette discussion, et ça sera avec grand plaisir. Merci, mon général. Bien volontiers, cher David. À bientôt. À bientôt.